Un solide S ponctuel de masse M peut se déplacer suivant la piste A, B, C, D que vous voyez sur la figure. Les portions AB et CD représentent chacune un quart de cercle des rayons R. Point. Les points B et C sont représentés sur une même droite. On néglige les frottements sur les parties AB et CD. Le solide A quitte sans vitesse initiale. 1. Donnez l'expression de la vitesse du solide S au point M en fonction de G, R et de l'angle θ. La question 2. Calculez la vitesse du solide au point B. En troisième question, on dit le solide arrive au point C avec une vitesse nulle et continue son mouvement sur le trajet CD. Donnez l'expression de la réaction de la piste au point M' en fonction de M, G et de l'angle alpha. La quatrième partie, on dit en réalité, il existe des forces de frottement sur la piste BC, assimilables à une force unique constante, notée vecteur petit f. Calculez son intensité. 5. Le solide quitte la piste pour une certaine valeur de alpha. Montrez que alpha égale à 48 degrés. 6. On déduit l'expression de la vitesse V' au point où le solide quitte la piste, puis calculer sa valeur. Voilà donc les données. On dit la masse égale à 10 grammes, le rayon R égale à 1,5 m, la portion BC égale à 2 mètres et le G ça fait 10 mètres par seconde carré. Donc, ces apprenants, après une lecture brève de l'exercice, on va passer à la résolution de l'exercice en répondant question après question. On demande de donner l'expression de la vitesse au point M en fonction des paramètres R, G et θ. La question est la suivante. Comment nous allons arriver à faire cette démonstration? Alors, pour ce faire, nous allons essayer de préciser nos systèmes. C'est-à-dire d'étudier les forces qui s'exercent sur le solide en question, sur la portion AB. Puis nous allons maintenant faire cette démonstration. Alors, nos systèmes ici étant le solide M, le solide S, pardonnez, de masse M. D'abord, le référentiel, il faut savoir que nous sommes dans un référentiel terrestre supposé galiléen. Le référentiel est terrestre supposé galiléen. Le bilan des forces. Sur le trajet AB, autrement dit, l'arc de cercle AB. Quelles sont les forces qui s'exercent donc sur le solide au cours de son trajet AB? Nous avons d'abord premièrement le poids P du solide. La réaction normale du plan circulaire. Est-ce qu'à part ces deux forces, existe-t-il encore d'autres forces? Non. Pourquoi? Il pourrait exister aussi la force de frottement. Mais l'exercice a précisé qu'il n'existe pas de frottement sur les portions AB et CD. Donc je ne vais pas mentionner non plus la force de frottement dans le bilan des forces. Donc je me limite seulement à ces deux forces, c'est-à-dire le poids
et la réaction normale. Donc, après avoir représenté et bon, faire le bilan des forces, là, citer les deux forces, on va tout simplement les représenter sur la portion AB. Alors, je suppose que lors du déplacement de mon solide sur le parcours AB, ici est arrivé à cette position, à une position que j'ai appelée ici le point M. Alors, donc, pour pouvoir représenter ces vecteurs, je vais représenter ces vecteurs à partir du point M. C'est-à-dire le poids, c'est toujours la verticale de l'UE, dirigeant vers le bas. Et ici, la réaction, je vais faire ça en couleur. La réaction du plan ici, c'est, comme nous avons bien dit, la réaction normale. Donc, la réaction issue là, normale. Tout simplement. Si nous étions dans le plan, dans le cas où le quart de cercle était représenté comme ça, alors la réaction allait être sortant. Elle allait fuir le centre du quart de cercle. Mais du fait que la réaction soit représentée de cette façon, donc la réaction aussi va partir vers le centre du quart de cercle. Donc une fois que les forces sont représentées, je vais maintenant répondre à la question qu'ils m'ont posée. Alors, on veut connaître la vitesse à laquelle le solide arrive au point M ici. Sachant que le solide quitte le point A avec une vitesse nulle. Comment faire? Donc, pour déterminer la vitesse d'un corps qui est en mouvement entre deux points, connaissant sa vitesse en un des points, qu'est-ce qu'il peut faire? Et connaissant aussi les forces, différentes forces qui s'exercent sur ce corps-là, au cours de son mouvement entre ces deux points, j'applique tout simplement un théorème très, très important que vous avez appelé le théorème de l'énergie cinétique. Donc, on va appliquer ce théorème ici. Donc, appliquons le théorème de l'énergie cinétique, abrégé TEC. Alors, qu'est-ce que nous dit ce théorème? Ce théorème nous dit que la variation de l'énergie cinétique entre deux points quelconques, comme dans mon cas ici, je vais prendre entre les points A et les points M, ici le point A vers le point M, est égal à quoi? À la somme des travaux de toutes les forces extérieures qui s'exercent sur le solide en question entre les points A et M. Voilà donc ce que nous dit le théorème de l'énergie cinétique. C'est égal à l'énergie cinétique au point final, c'est-à-dire au point d'arrivée qui est M, moins l'énergie cinétique au point de départ qui est A, égale. On dit que c'est la somme des travaux de toutes les forces extérieures. Alors, ici, j'avais combien de forces extérieures qui s'exercent sur le solide entre A et B? J'avais seulement que deux forces, la réaction normale et le poids du solide. Donc, ça veut dire quoi? Je vais remplacer donc cette somme-là par la somme des travaux, du poids et la réaction. J'aurai ici travail du poids P entre A et M plus travail de la réaction normale entre A et M. Voici ce que je vais avoir. Et cette relation, je vais appeler cette relation 1. Après avoir établi cette relation, sans apprenant, je vais maintenant chercher maintenant à exprimer
l'énergie cinétique au point M et A également aussi exprimer le travail du poids et le travail de la réaction. Venir après les remplacer dans la relation 1. Alors, qu'est-ce que je sais? L'énergie cinétique en un point. L'énergie cinétique en un point M égale à quoi? Par définition, ça fait ici 1 demi de la masse du solide multiplié par la vitesse au carré du solide en ce point en question. Donc, j'appelle donc ça 2. Maintenant que l'énergie cinétique, je vais déterminer l'énergie cinétique au point A. Ça fait aussi également 1 demi de la masse du solide, toujours multiplié par la vitesse du solide au point A. Or, qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit qu'au point A, le solide n'a pas de vitesse. La vitesse au point A est égale à 0. En remplaçant la vitesse au point A ici par 0 mètres par seconde, qu'est-ce que je vais avoir? Automatiquement, l'énergie cinétique au point A va s'annuler. Donc ici, il y aurait ici tout simplement l'énergie cinétique au point A, c'est égal à 0 joule comme unité. Donc, il a appelé donc ça la relation 3. Alors, une fois que j'ai déjà l'énergie cinétique au point A et M, je vais maintenant déterminer l'expression des travaux, des forces, le poids P et la réaction. Alors, d'abord le poids. Le travail du poids ici, sur le parcours AM, égale à quoi? Égale à le poids, la norme du poids P multiplié par la hauteur. Parce que ici, le travail du poids d'un corps, c'est toujours du fait de son altitude par rapport au référentiel auquel on veut déterminer. Ici, mon point, le corps, le solide est qui quitte du point A pour arriver jusqu'au point M. On va donc déterminer, prendre comme origine d'énergie potentielle, autrement dit, au point A ici, l'origine d'énergie potentielle ou bien l'origine du travail du poids ici, à partir de ça, à partir du point O. Donc le solide quitte le point A jusqu'à arriver au point O. Quelle est l'altitude ou la hauteur qu'il a parcouru? Je vais faire la projection. Donc, j'ai fait la projection de ce point-là sur l'axe vertical. Puisque lorsqu'il est ici, c'est vrai que c'est la longueur de l'axe en question, mais il y a une manière de déterminer ça aussi. On peut donc aller tout souvent par ça. Voici donc la hauteur, disons, du point M ici. Lorsque le solide quitte le point A jusqu'au point M, la hauteur qu'il a parcouru, c'est le H. C'est la hauteur que j'ai représentée ici, que nous allons déterminer. Maintenant, le travail du poids d'un corps peut être, c'est une grandeur algébrique. Et ce travail-là peut être négatif comme positif. Mais, dans le cas ici, est-ce que le travail de notre poids ici est positif ou bien négatif? Est-ce que nous allons chercher d'abord à savoir? Puisque ici, le corps, le solide quitte en A pour venir au point M. Je vois que par rapport au sol ici, l'altitude du point A est plus élevée que l'altitude du point M. Donc, ça veut dire que mon solide ici descend tout simplement. Donc, lorsque le solide descend, alors le travail fait de son poids est positif. Et lorsque le solide monte, le travail du poids est négatif. Mais comme dans le cas ici, le solide descend, donc son travail ici sera positif. Donc, je peux ne pas mettre le signe plus. Donc, en remplaçant donc le poids P par son expression, on aurait ici comme travail du poids sur la portion AM
qui est égal à M fois G par la hauteur H. Alors, quelle vaut donc la hauteur H? Pour déterminer la hauteur H, je reviens sur la figure. La hauteur H, ce n'est pas toute cette portion, mais c'est que la portion qu'il y a délimitée ici, par là. Car le solide quitte en A pour venir au point M ici. Donc la hauteur qu'il a parcouru, c'est cette distance-là. Maintenant, comment arriver à terminer cette distance? C'est là la question. Et c'est cette question-là qui fatigue beaucoup d'hommes, beaucoup d'apprenants, lorsqu'il est question de déterminer la vitesse d'un point à un autre, d'un corps, dans le cadre d'un plan circulaire, comme le cas que nous avons au tableau ici. Donc, je vais très bien cette partie. Donc, je vais déterminer la hauteur H. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai d'abord cherché à projeter le point M ici sur la direction verticale qui est là, suivant ces rayons. C'est comme le test appelé le rayon R. Maintenant, on suppose qu'il y a l'angle θ et le rayon est là. Alors, je vais terminer cette hauteur. Donc, je peux me permettre d'appeler par exemple la projection, un point ici, comme K, le projeté orthogonal du point M sur la direction verticale. En faisant ça, c'est comme si je vais obtenir un triangle OMK qui sera rectangle en ce point-là ici, où la hauteur H deviendra tout simplement un côté opposé à l'angle θ dans ce triangle rectangle et ça sera facile à déterminer. Puisque si la projection se fait parallèlement à ces rayons, ça veut dire que les deux droites là seront forcément parallèles. Donc si les deux sont perpendiculaires à la direction verticale, donc ça veut dire que les angles et l'angle θ ici va se retrouver ici. L'angle θ va se retrouver ici tout simplement. On peut appeler les deux angles là seront donc les angles alternes internes. Donc il y a mon θ qui se retrouve ici et ici. Donc il est plus facile d'utiliser ce triangle OMK pour déterminer la hauteur HM que de rester ici pour pouvoir déterminer ici que de rester dans le triangle AOM pour pouvoir déterminer la hauteur H. Pour ce apprenant, on va déterminer la hauteur H ici et vous allez voir. Dans le triangle OM K, rectangle en K, le sinus de l'angle θ égale à quoi? Égale à OK divisé par l'hypoténuse qui fait OM. Avec OM, je prends tout simplement le rayon R. Et le OK, c'est notre hauteur H que nous pouvons chercher. En remplaçant ça dans cette relation, vous allez avoir tout simplement ici sinus θ qui sera égal à quoi? À H sur R. Comme il y a sinus θ qui veut H sur R, moi c'est H qui j'ai besoin. Donc en tirant H dans cette relation, la relation va donner quoi? H qui a fait R sinus de l'angle θ. Donc voici donc ma hauteur H déterminée. Venons écrire ici R sinus θ. Voici la hauteur H. Alors, je vais donc maintenant venir remplacer H par son expression trouvée dans l'expression du travail de mon poids. Et je verrai comme l'expression du travail du poids W M P ici, suivant le trajet AM, qui est égal à M G R sinus de l'angle θ, que je vais appeler donc cette relation 3. Alors, après ça va déterminer, donc nous avons déjà la relation 3, donc il y a après cette relation 4 au lieu de 3. Le 3 est déjà là. Après ça va terminer l'expression du travail,
On va donc déduire maintenant l'expression de la réaction, du travail de la réaction. La valeur du travail de la réaction sur le parcours AM. Pour la réaction, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer maintenant la définition du travail d'une force sur une distance. Alors, le travail de la réaction, par définition, c'est que le produit scalaire de la réaction par le vecteur déplacement. Le A ici, c'est le vecteur déplacement. Alors, qu'est-ce que nous allons faire ici? Il faut noter que la réaction ici est perpendiculaire au déplacement. Donc, comme la réaction est perpendiculaire au déplacement, ça veut seulement dire que ce produit scalaire va donner 0. Car la réaction est perpendiculaire au déplacement AM. Donc, le travail de la réaction ici est nul. Égal à 0 joules. Et après la relation 5. Tout simplement. Donc, sans apprenant, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais remplacer les relations 2, 3, 4 et 1 par les différentes expressions dans la relation 1. Et je vais donc tirer la vitesse au point M. Tout simplement. Ici, il y aurait ici 1 demi de M, Vm au carré, moins 0. Avec ici M, GR, sur une de longue θ, plus 0. Nous aurons ici quoi? Comme vitesse au point M au carré. En simplifiant les masses, nous aurons ici 2 fois G, R, sur une de longue θ. Donc la vitesse au point M ici égale à, au radical de 2 R G sinus de θ. Alors je vais maintenant vérifier la question posée. Est-ce qu'il y a R? J'ai R qui se répète là, j'ai le G qui est là et j'ai le l'angle θ qui est là. Donc ça veut dire que j'ai déjà répondu à la question tout simplement. On va passer maintenant à la question suivante. Donc la deuxième question, on doit déterminer la vitesse au point B. La vitesse au point B. Je connais maintenant la vitesse au point M. Bon, si je prends la vitesse au point M, comme ne pas prendre la vitesse au point M. Donc, pour éviter plein d'erreurs, je vais tout simplement venir au point initial. Je dois appliquer la relation de l'énergie cinétique entre les points A et B. Cette fois-ci, je mets ici, entre les points A et B. Je remplace ici le M par B maintenant. Tout simplement. On a perdu tout le terreau de l'énergie cinétique entre les points A et B. J'aurai ici quoi? L'énergie cinétique au point B, moins l'énergie cinétique au point A, égale à quoi? Les deux forces toujours travail du poids P plus travail de la réaction R. Alors, par là, la vitesse au point A étant nulle, donc son énergie cinétique au point A est égale à 0. Le travail de la réaction aussi fait 0. Donc, je vais tout simplement dire quoi? L'énergie cinétique au point B qui fait 1 demi de M par la vitesse au point B au carré, c'est égal à quoi? Bon. Plus 0 égale au travail du poids P qui fait M, G, puisque ici le corps descend toujours. Donc, du point A au point B, le solide a parcouru tous les rayons. C'est-à-dire la distance OB. On dit que tous les rayons, donc ça va M fois G fois R plus 0. Donc M fois G fois R plus 0, toujours ici comme expression la vitesse au point B au carré égale à M G R. Alors, en simplifiant les masses et en tirant la vitesse au point G, nous aurons ici la vitesse au point G et au point B, pardonnez, c'est égal au radical de 2 fois G fois R.
Voici donc la vitesse au point B, tout simplement. Nous pouvons donc, on peut tout simplement déterminer l'expression de la vitesse au point B sans passer même par le théorème de Navier-Stokes. Ça, c'est la deuxième méthode la plus simple. On prend tout simplement l'expression de la vitesse au point M qui nous donne ça. On peut donc déduire tout simplement de la vitesse au point M, la vitesse au point B, tout simplement. Voilà comment on allait faire. Qu'est-ce que nous avons? Mais c'est deuxième méthode. En deuxième méthode, je sais que la vitesse au point M est égale à quoi? La vitesse au point M est égale au radical de 2 fois R fois G par le sinus θ. Maintenant, qu'est-ce que je remarque? La vitesse du point M, c'est une fonction de l'angle θ, puisque le R et le G sont les constants. C'est θ seul qui peut varier ici, au fur et à mesure que le solide descend. Donc, le solide arrivé au point B, je vais connaître sa vitesse. Une fois que je connais sa vitesse au point M, en fonction de l'angle θ, puisque la vitesse ici varie en fonction de l'angle θ. Donc, toutefois que le solide arrive au point B, alors le balayage θ ici à tous l'angle que nous avons ici. Une fois que le solide arrive ici, θ c'est égal à l'angle droit que nous avons ici qui fait pi sur 2. Donc je mets tout simplement au point B, θ est égal à pi sur 2 radiens. Autrement dit 90 degrés. Si au point B θ est égal à pi sur 2 radiens, donc la vitesse au point B, je reprends l'expression de la vitesse au point M, c'est tout simplement 2 fois R fois G fois sinus. Cette fois-ci, plus je sais qu'au point B, θ est égal à pi sur 2, donc fois le sinus de pi sur 2 sous la racine. Or, le sinus de pi sur 2, vérifiez avec vos calculateurs scientifiques, vous allez voir que ça fait 1. Donc, si le sinus de pi sur 2 vaut 1, alors la vitesse au point B va se réduire à quoi? Au radical de 2 fois R fois G, que nous avons déjà déterminé ici. Vous voyez que cette méthode elle est très plus simple. C'est la méthode la plus technique. Donc, on n'est pas obligé d'aller passer par le théorème de Navier-Stokes. Tout apprenant, si vous avez compris ces deux méthodes, vous pouvez donc les appliquer dans les exercices dans lesquels vous allez vous trouver tout simplement, où la vitesse sera forcément une fonction de l'angle. Si la vitesse est une fonction de l'angle, là, cette méthode est applicable. Mais s'il y a d'autres variables encore qui vont exister, alors cette méthode ne sera pas applicable. Donc, on va passer à la question suivante.